une approche par hypothèse, donc une approche scientifique, une approche collégiale, une approche par l'expérimentation et une approche en lien avec la meilleure pratique et le haut niveau. Il me semble que Yvon vient de donner les ingrédients ou des ingrédients de ce que c'est que la pédagogie à l'École nationale de voile, en tout cas ses fondements. Quelques années après, Jacques Saury, comme de nombreux d'entre nous, les générations se succèdent et Jacques a lui aussi son parcours. Comment peut-on être à la fois héritier, créateur d'une approche, comment on peut s'approprier les problèmes d'enseignement à un moment donné? Jacques, si tu peux nous faire part de ta propre expérience. Bon, je suis très ému d'être là et d'avoir à faire cet exercice et surtout de parler après Yvon. Je commencerai d'ailleurs par une anecdote. Si vous avez essayé de barrer un 4,70 avec une barre de 10 cm de long ou de 15 cm de long, je ne sais pas, et avec son stick, vous verrez que si vous ne maintenez pas votre bateau à plat, vous n'y arriverez pas. C'est ce que nous ont fait subir Yvon Piégelin, Guy Roland en, je ne sais plus, 78, 79, quand je faisais mes stages à l'UREPS de Nice, à l'École nationale de voile dans ma préparation. Et ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que pour répondre à la question, quelles étaient les spécificités de l'approche de l'ENV dans la période que j'ai connue, en tout cas, donc une période qui a suivi, comme tu l'as dit, qui s'est appuyée sur déjà tout un héritage. Sur le moment, je me suis dit, oui, je vais répondre à cette question, c'est une bonne question. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a apporté de plus? Qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? Qu'est-ce qu'on a apporté de différent pendant cette période? Et j'étais bien embêté, d'ailleurs, parce que ça m'a donné du fil à retordre. Pour répondre à cette question, et je dirais que finalement, ce qui est central, c'est que les bases étaient posées d'un point de vue didactique, du point de vue disons des fondements, de la compréhension, comment dire, à la fois des principes fondamentaux de l'enseignement et des problèmes typiques que rencontraient les pratiquants. Tout ça, on pouvait s'appuyer sur cet héritage et aussi sur des travaux qui étaient menés parallèlement dans le cadre de la Fédération française de voile par Christian Target et d'autres. Donc moi, quand je suis arrivé là, il y avait déjà tout ça qui était en place, avec des conceptions différentes qui s'opposaient parfois, mais qui étaient déjà en place. Qu'est-ce qu'on a apporté de plus à ce moment-là? Je dirais que je le situerai plus dans le développement d'une méthodologie d'analyse des situations qui a imprégné ensuite les formations et qui mettait l'accent sur la dynamique contextuelle, singulière, des interactions entre des pratiquants et leur situation. Et je crois que ce qu'on a fait dans cette période-là, c'est surtout, on a essayé d'étayer la réflexion des entraîneurs, des moniteurs, des cadres sportifs, des intervenants d'une manière générale, d'étayer avec ces points de repère méthodologiques qui permettaient justement d'analyser ces situations et en particulier en donnant une place prépondérante aux intentions, aux représentations, disons, aux stratégies d'adaptation contextuelles des acteurs en situation, enfin des pratiquants notamment en situation. Et cela, ça a eu des répercussions, à mon avis, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, mais aussi dans le domaine de la formation des entraîneurs ou de l'entraînement sportif. Alors c'était lié à des influences théoriques et méthodologiques qui étaient nouvelles, que je ne vais pas développer ici, mais disons, les théories qui se développaient en psychologie, en sciences sociales en général, et qui donnaient une grande part à l'influence du contexte dans l'action humaine et dans la prise de décision et dans les raisonnements humains. Donc sur le plan pédagogique, voilà. Mais en même temps, je me disais, cette période, elle a été quand même beaucoup marquée par toute une réflexion qui ne concernait pas directement l'enseignement, mais qui concernait la création de nouveaux dispositifs, et on est dans la sphère pédagogique toujours, de nouveaux dispositifs de formation et de nouveaux contenus de formation pour s'adapter à l'évolution des métiers, pour s'adapter à l'évolution finalement des formations. Par exemple, la formation DE-DEPAD qui a été créée à ce moment-là pour s'adapter là aussi à l'évolution des métiers du sport, mais aussi de l'animation. La formation BE2 licence, qui est une formation qu'on a créée pour
établir un pont entre les formations jeunesse et sport et les formations universitaires. Évidemment, les dispositifs, l'environnement hypermédia qui a été développé notamment par Serge Leblanc, Pierre Gombert et toute une série d'autres collègues, et qui visait à développer des environnements de formation nouveaux, assistés par des nouvelles technologies, permettant de la formation à distance, etc. Donc il y a eu toute une activité, plutôt en termes d'ingénierie de formation, qui a été, je pense, qui a marqué aussi la période, en tout cas, qui est celle que j'ai connue. Voilà en tout cas la réponse que j'avais envie de faire aussi rapide que possible sur le plan, disons, sur le domaine pédagogique, mais il y avait une question aussi sur la recherche. Oui, tout à fait. Donc si tu peux évoquer en quelques instants un élément dont tu as quand même été un des porteurs, c'est le développement de la recherche à l'école. Alors, là aussi, sur la question, comment les activités de recherche sont-elles arrivées? C'était la question qui m'était posée et que j'ai imprudemment acceptée telle qu'elle, mais elles ne sont pas arrivées comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un parachutage. Yvon Piégelin vient d'expliquer la démarche expérimentale qu'ils avaient. Et pour ma part, quand j'étais étudiant, si j'avais envie de venir à l'École nationale de voile, c'est parce qu'on y faisait de la recherche, même si elle n'était pas instituée comme telle, mais c'est parce qu'il y avait une activité d'innovation, parce qu'il y avait une activité d'expérimentation systématique. Donc finalement, il y avait déjà une tradition, il y avait déjà une sorte de filiation avec des activités qui n'étaient pas menées dans le domaine universitaire, mais dans un domaine d'expérimentation pédagogique, mais qui étaient déjà, pour moi en tout cas, de l'ordre d'activités de recherche. Et puis aussi, Alain Conant, je crois 81, je ne sais plus exactement, qui, quand il arrive à l'ENV, veut impulser aussi une dynamique de recherche technologique et fonde le Centre d'expérimentation technologique et de recherche, le CETER, dont peut-être le symbole le plus marquant pour moi, en tout cas, ça a été ces deux bateaux jumeaux, mesure X, mesure Y, donc des bateaux laboratoires qui permettaient au service des industries nautiques, au service d'architectes navals, de travailler sur certaines composantes de la performance de ces bateaux. Il y avait une tradition de recherche. Donc en 1994, quand on fonde le service recherche et développement de l'École nationale de voile, il y avait déjà Paul Gashkin, par exemple, qui travaillait ici déjà depuis quelques années. Il y avait des techniciens, il y avait Erwan Conant qui travaillait plutôt du côté technique. Il y avait déjà une activité de recherche pédagogique et technologique. Ce qui a été nouveau et marquant, ça a été l'institution d'un service recherche et développement qui s'est doté aussi d'un conseil scientifique qui s'est institué, alors que ça n'appartenait pas au statut de l'École nationale de voile, qui s'est institué pour faire toutes sortes de recherches en relation avec l'enseignement, l'entraînement sportif, la formation des cadres sportifs. Ça a donné lieu à différents travaux scientifiques dans ces domaines-là. La question, c'est comment ça a pu être possible à ce moment-là. Je crois que ça tient à en tout cas je l'analyse comme ça, 3 éléments. Premièrement, la volonté politique d'un directeur qui a soutenu, Jacques Thiolat, qui a soutenu à ce moment-là le développement de ce service recherche, qu'il a soutenu, encouragé, qui finalement a accompagné et je dirais même stimulé cette création. Deuxièmement, le parcours individuel de certains enseignants, dont j'ai fait partie, qui s'étaient engagés dans une formation universitaire de 3e cycle, qui préparaient un doctorat, qui sont devenus docteurs, qui ont fait et qui d'ailleurs, 3 d'entre eux sont aujourd'hui universitaires. Donc en fait, un parcours qui nous permettait de nous relier à la recherche scientifique universitaire, à la recherche dans les laboratoires de recherche reconnus comme tels. Ça a été un deuxième élément. 3e élément, une conjoncture institutionnelle, à mon avis, très favorable à ce moment-là. 94-95, la création du réseau interétablissement de recherche de jeunesse et sport, l'institution du Conseil d'orientation de la recherche. Je vois Philippe Gouard qui était aux premières loges dans ces années-là, dans ces orientations de la recherche au niveau du ministère, qui finance un réseau interétablissement et qui finance aussi des études auxquelles on a pu contribuer à ce moment-là, qui encouragent les recherches dans les CREP, à l'INSEP, dans les écoles nationales. Alors je terminerai juste pour dire que je crois qu'à ce moment-là, ça a été un moment très fort parce qu'on a développé, sans le savoir, sans mesurer l'originalité ou l'intérêt
au moment où on le faisait, je crois, un modèle assez original de relation vraiment fructueuse entre un travail de recherche scientifique et des préoccupations d'aide à la pratique. Que ce soit dans le domaine de l'entraînement sportif, où j'ai pas mal travaillé à ce moment-là, que dans le domaine de la formation des adultes, que dans le domaine de l'enseignement. Et c'est vrai que je crois que, bon, on avait un leitmotiv, c'était mener des recherches qui répondent à des critères de rigueur et de pertinence, qui soient reconnus dans le cadre de réseaux scientifiques et qui soient aussi utiles, intéressantes, perçues comme telles par les praticiens. Je vois aujourd'hui, en étant dans un laboratoire universitaire, à quel point c'est difficile de tenir les deux bouts. Et je crois que l'ENV tenait une position peut-être privilégiée pour développer ce genre de travaux. Merci Jacques.